Bienvenue dans The Big Shift, le podcast des curieux de la transition écologique. Si vous voulez un geste simple pour m'aider en ce début d'année 2023, ce serait hyper cool de cliquer sur s'abonner sur la page du podcast et de laisser le plus d'étoiles possible sur Spotify et Apple. Ça fait pas forcément monter TBS dans les classements, mais ça permet surtout à ceux qui cherchent une nouvelle émission de s'y intéresser plus facilement. On fait toujours plus confiance aux podcasts les mieux notés. Dans cet épisode avec Justine Ripoll, je vous propose de revenir sur l'affaire du siècle. Comprendre d'où elle est partie, où elle en est, ce qu'elle a changé sur l'écologie en France dans les 5 dernières années. J'ai trouvé que c'était un épisode important parce que la lutte juridique est au cœur de notre démocratie et surtout elle a le pouvoir de transformer les règles. Alors parfois sur un temps qui peut nous paraître trop long, mais ce qui est acquis le reste souvent. Voilà, Justine est hyper intéressante, elle connaît son sujet sur le bout des doigts, vous allez vraiment en profiter. Bonne écoute. Comment ça va ? En ce vendredi matin, puisqu'on enregistre rarement les épisodes de The Big Shift le matin, mais Justine préférait à 9h. Ça va, c'est pas trop tôt. Ça va bien, c'est un vendredi. Encore une grosse dernière journée, après c'est le week-end, donc j'avoue que... Trop bien. J'enregistre aujourd'hui avec Justine Ripoll, donc tu fais partie de l'association Notre Affaire à tous. En fait, la raison pour laquelle j'enregistre avec toi aujourd'hui, c'est parce que je voulais parler de l'affaire du siècle. J'en ai discuté avec des amis il y a plusieurs fois ces dernières semaines, en étant persuadé que c'était quelque chose d'assez commun, que tout le monde en avait entendu parler. J'en ai beaucoup entendu parler dans les médias, sur les réseaux sociaux. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas aussi connu que je l'imaginais. Et du coup, l'idée et l'objectif de cet épisode, c'est de démocratiser un peu l'affaire du siècle et notre affaire à tous, et d'essayer de comprendre ce que c'est que cette mise en demeure, cette attaque contre l'État pour son inaction climatique, et de plonger un peu dans le détail de toute cette affaire et d'en comprendre les tenants, les aboutissants, les coulisses si c'est possible, et tout ça avec toi. Et avec grand plaisir. C'est parti. Alors, pour commencer, avant de lancer alors j'ai mon micro qui arrête pas de remonter, je vais essayer de le garder un peu plus bas. Position très naturelle. Ouais, c'est ça. Je suis en train de m'agripper à mon micro pour le maintenir vers le bas. Avant de commencer cet épisode, la plupart du temps, ce que j'aime bien poser comme question, c'est comment est-ce que tu te sens vis-à-vis de la situation ? Mais la première question que j'ai envie de te poser, qui sera un peu différente aujourd'hui, c'est comment est-ce que tu te sens vis-à-vis de l'action de l'État aujourd'hui face à l'urgence climatique ? Je me sens, pour être honnête, très très en colère. À la fois par le métier que je fais et le fait que, comme à travers des actions comme l'affaire du siècle, c'est une forme de contrôle de l'action de l'État et du gouvernement en général sur ces questions climatiques. Donc j'ai la tête dedans, donc c'est sûr que ça me rend... c'est très décevant, donc ça me rend en colère, mais je pense que c'est une colère qui peut être partagée par plein de gens autour de nous, puisqu'on l'a encore vu récemment, Emmanuel Macron qui fait ses vœux et qui dit qui aurait pu prévoir la crise climatique. En fait, au final, l'action de l'État français en termes climatiques, c'est un peu ce genre de punchline ou de claque régulièrement, puisqu'on voit qu'il y a vraiment... pas toutes les parties de l'État, puisque la justice fait aussi partie de l'État et la justice a montré qu'elle pouvait être volontariste sur ces questions. En tout cas, les décideurs politiques qui, à l'heure actuelle, ont la main sur les leviers de changement pour faire face à la crise climatique, mais à d'autres défis, ces gens-là, oui, me rendent très en colère parce que je pense qu'ils prennent pas la mesure à la fois de leurs responsabilités qu'ils ont envers les citoyens, de les protéger par rapport à ce qui est en train d'arriver, et aussi parce que je pense que d'une certaine manière, ils défendent d'autres intérêts que ceux-là. Sinon, je ne comprends pas comment ils peuvent prendre encore des décisions telles qu'ils les prennent sur ces enjeux climatiques, alors que tout le monde a pu vivre le même été, on est en train de passer le même hiver qui est très tendu sur plein de questions, donc oui, en colère. Ok, alors j'ai envie de rebondir sur plein de choses, sur ce que tu viens de dire. Je vais essayer de quand même garder ma ligne que je m'étais préparée. On pourra en revenir parce que de toute façon, je dis toujours la même chose. Tu dis toujours la même chose, ça marche. Donc, tu as un discours qui est bien rodé. Est-ce que tu peux m'expliquer donc, un peu ce que c'est que l'affaire du siècle, surtout le démarrage, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui était l'élément déclencheur de ce projet ?
Alors, il y a 2 éléments déclencheurs. Il y a le premier, c'est la signature de l'accord de Paris et le fait que les États, après cet accord-là, ont commencé à inscrire les promesses de réduction d'émissions de gaz à effet de serre dans leurs lois. Puisqu'ils avaient signé finalement ce texte qui était international, mais pour qu'il ait valeur de loi beaucoup plus contraignante pour les États, souvent, en fait, on le traduit dans des pans de loi. Et c'est ce que la France a fait avec la stratégie nationale bas carbone, qui est le bloc de loi où sont inscrits nos objectifs de réduire de 40% nos émissions de gaz à effet de serre en 2030 et d'atteindre la neutralité carbone en 2050 avec tout un tas de petits objectifs intermédiaires. Donc ça, c'est le premier déclencheur, c'est le fait d'avoir finalement ces promesses qui semblent devenir des engagements contraignants pour les États. Et le deuxième déclencheur, c'est l'initiative qui a été faite aux Pays-Bas de justement aller, une fois quelques années passées de ces engagements, aller devant les tribunaux et dire l'État néerlandais ne respecte pas ses objectifs climatiques et donc du coup d'aller devant les tribunaux pour finalement mettre une pression supplémentaire sur le gouvernement et l'État en général pour qu'ils respectent l'accord de Paris finalement. Et donc du coup, ça a été le déclencheur en France puisque quand on regardait l'État français aussi depuis la signature de l'accord de Paris, on voyait qu'en fait, la première tranche d'objectifs, elle n'était pas du tout respectée. Tu te souviens de ce que c'était en termes d'actions concrètes, ces premiers objectifs ? C'est pareil, en fait, c'est des objectifs intermédiaires. Donc ça veut dire que la première tranche d'objectifs, c'est ce qu'on appelle le premier budget carbone, c'est celui de 2015 à 2018. Et en fait, entre la signature de l'accord de Paris et 2018, si on regardait les chiffres d'émissions de la France, on voyait qu'on était en dessous des objectifs qu'on s'était fixés, comme si, finalement, ces objectifs étaient toujours une promesse que les politiques ne comptaient pas tenir. Ce qui a été malin, qui a été fait aux Pays-Bas, c'est de dire, en fait, l'État, c'est pas juste le gouvernement, le Parlement et l'administration, il y a aussi, en fait, le pouvoir judiciaire, et du coup, on va aller poser la question au pouvoir judiciaire, ces engagements, de toute évidence, ne sont pas respectés. Est-ce que vous pouvez constater qu'ils ne sont pas respectés ? Et on va essayer de savoir ensemble comment on va agir pour forcer l'État dans toute sa machine et plus précisément le gouvernement. Et du coup, c'est ce qu'ils ont fait aux Pays-Bas et ils ont gagné devant les tribunaux. C'est aussi, du coup, c'est ça qui a été le deuxième déclencheur de se dire en France, on a besoin de faire la même chose. Et c'est pour ça que notre affaire à tous a été créée au départ. C'est par des juristes bénévoles qui avaient cette idée folle de se dire comment on argumente que ces engagements sont contraignants, que c'est pas juste des promesses. En fait, c'était déjà une nouveauté, qu'ils engagent la responsabilité de l'État et que le fait que l'État ne les respecte pas constitue une carence, un manquement à ces engagements qui finalement aura des implications à la fois sur les gens, mais sur finalement peut-être les pénalités financières, la condamnation de l'État, etc. Tout ça, ça peut paraître évident parce qu'en fait, beaucoup de situations se règlent par le droit comme ça. Mais quand on est face à un État, sur des questions climatiques et des engagements climatiques qui viennent d'être signés, c'est forcément tout nouveau et pour les gens et pour les associations et y compris du coup pour les juges. Donc en fait, argumenter tout ça nécessite énormément d'implications de juristes, beaucoup d'innovation, etc. Et donc, c'est ce que finalement les fondateurs de notre affaire à tous ont commencé à faire. Et puis, ils se sont dit, et ça rebondit du coup sur ton introduction, ils se sont dit, en fait, ça ne peut marcher que si les juges, ils sentent à quel point ce dossier va être important pour les gens et la trajectoire française. Et donc, du coup, on peut pas faire ça tout seul, en fait. Et c'est pour ça que on est allé voir d'autres associations qui, elles, étaient bien établies, qui étaient respectées par les gens pour différents aspects, leur expertise, leur longévité, etc. Et donc, on est allé voir Oxfam, Greenpeace et la Fondation pour la Nature et l'Homme pour qu'ils s'associent à nous, à la fois pour renforcer de leur expertise le dossier juridique, mais surtout pour essayer d'en parler au moment du lancement avec notamment, on a fait des partenariats avec des influenceurs pour essayer de diffuser ce message-là en dehors des cercles habituels ou des cercles qui finalement connaissaient un peu ce qu'on était en train d'essayer de faire et leur annoncer qu'en fait on voulait porter plainte contre l'État français pour inaction climatique. Donc on a fait ça avec de nombreuses associations qui se sont fait le relais auprès de leurs adhérents de cette démarche.
auprès d'influenceurs, on a lancé une pétition et en fait, on a été complètement surpris par la réaction très positive des gens, puisque cette pétition, elle a eu 2,3 millions de signatures. Ça a été la pétition la plus signée dans l'histoire de France. En l'espace, j'étais pas là à l'époque, mais il me semble que c'est en l'espace de moins de 2 mois. Alors, quand on voit maintenant comment c'est difficile d'avoir des pétitions qui explosent le million, se dire qu'en 2 mois, les gens, le mot s'est passé comme ça, et les gens ont signé et les gens ont soutenu cette annonce d'action en justice, c'était un signal qui était intéressant parce qu'il montrait qu'en fait, finalement, les gens étaient aussi intéressés par ce qui nous avait intéressés au départ, c'est-à-dire se dire que le droit et les juges en particulier, quand c'est des actions en justice devant les tribunaux, ont un rôle à jouer dans tout ça, dans le contrôle de l'action du gouvernement, et que d'une certaine manière aussi, face à cette crise de confiance envers l'État, envers les politiques, finalement, les juges pouvaient être un dernier ressort aussi face à ces questions et ces inquiétudes face à l'état de droit, la confiance dans la démocratie, etc. Et donc, en fait, les gens, ils se sont pris de passion comme nous pour cet outil. Et donc, avec cette force-là, on a déposé, le dossier de l'affaire du siècle devant le tribunal administratif pour faire reconnaître les engagements contraignants de l'État et reconnaître aussi, en fait, qu'il était pas à la hauteur de ses engagements et que du coup, il devait y avoir des conséquences pour l'obliger à agir. Et en fait, on a fait ça dans 2 dossiers qui sont l'affaire du siècle, le nom est plus connu, mais il y a aussi le deuxième dossier qui est le dossier de l'affaire Grande-Synthe, où c'est une commune du nord de la France et son maire qui ont porté plainte aussi contre l'État, mais cette fois devant le Conseil d'État, donc une instance qui est encore plus importante. En tout cas qui a une voix au chapitre et une parole qui est beaucoup plus suivie des autres instances judiciaires. Et elle a posé les mêmes questions que nous, mais cette fois, pas par rapport aux engagements passés, de dire, regardez, on n'est même pas en train de respecter nos premiers objectifs, mais regardez finalement le futur et dire, l'État n'est pas en capacité de garantir aux collectivités comme celle de Grande-Synthe que on respectera nos objectifs à l'horizon 2030. Et ça a des conséquences, y compris pour des acteurs comme les collectivités, notamment celle-ci qui, par exemple, était pas loin du front de mer et du coup qui était menacée très directement dans ses bâtiments, dans ses citoyens, par cette montée des eaux et, j'imagine, depuis par d'autres conséquences du dérèglement climatique. Je pense qu'on reviendra un petit peu sur ce sujet-là. Il y a plein de choses intéressantes dans ce que tu viens de dire. Si je résume un petit peu, donc il y a 2 facteurs déclencheurs qui sont la SNBC, donc la stratégie nationale bas carbone, où on se rend compte que les objectifs ne peuvent pas être respectés à court terme, plus la possibilité d'imiter ce qu'a fait le Danemark. Les Pays-Bas. Les Pays-Bas, pardon. Derrière ça, il y a un engouement de la population française qui est majeur. D'ailleurs, là, je me demande s'il n'y a pas aussi juste une sorte de... En fait, c'est la première fois qu'on assigne l'État en justice. Est-ce que y a aussi peut-être une réaction, un peu comme dans un vote, une réaction face à l'État plutôt que face à son inaction climatique, qui a pu amener cette pétition très vite à des niveaux très élevés? Parce qu'en soi, si on est un peu contre le gouvernement, ce qu'on aime bien être en France, c'est assez facile de se dire, vas-y, je vais voter contre parce qu'il m'énerve. Donc il y a aussi ce truc-là, ce qui est très bien pour la pétition, mais j'imagine qu'il y a un peu de cet engouement-là. Forcément, à 2,3 millions de signataires, les gens ont eu des raisons, je pense, très diverses de la signer. Parce qu'on sait très bien, voilà, c'est un truc aussi cognitif, le fait qu'on passe le pas et qu'on dise je mets mon nom, je mets mon mail, etc. Il y a plein de choses qui peuvent se passer. Donc je pense qu'il y a des raisons très diverses. Par contre, s'il y a 2 éléments qui sont intéressants, je pense qu'ils peuvent l'expliquer. C'est déjà, c'est une pétition qui a été signée par des très très jeunes aussi. Beaucoup de gens qui ont signé cette pétition à l'époque étaient pas en âge de voter. Alors ça peut être expliqué par le rôle des influenceurs comme relais, mais aussi parce que en fait c'était des gens qui étaient aussi dans les marches pour le climat, qui à cette époque-là étaient massives. Donc il y a quand même ce fait aussi que si c'est aussi quelque chose qui est moins connu, ou juste une opposition au gouvernement, c'est moins vrai pour ces gens-là, parce que finalement, ils votaient même pas encore, juste ils étaient extrêmement sensibilisés sur la question climatique. Et cet outil de dire
on va aller vérifier devant les tribunaux que notre État en fait assez pour notre avenir. Je pense que c'était quelque chose qui était très fort pour une grosse partie des signataires. Et l'autre élément qu'on oublie beaucoup, c'est que tout ça a été lancé aussi en plein milieu de la crise des Gilets jaunes. Donc en fait, pour beaucoup de gens aussi, c'était une réponse et qu'on s'est posé nous aussi quand on a vu le mouvement des Gilets jaunes émerger. On s'est dit, est-ce que c'est le bon moment pour attaquer l'État sur des questions climat alors qu'en fait, il y a des gens qui arrivent même pas à boucler leur fin de mois sur des questions énergétiques, donc énergie fossile. Et en fait, on s'est dit au contraire, c'est une manière de pointer les vrais responsables. En fait, les responsables, c'est pas les gens qui prennent leur voiture, c'est l'État qui est censé réussir à être, en fait, qui est probablement un des seuls acteurs qui est en capacité de lancer un changement systémique, donc finalement tous les secteurs, de les mettre en marche vers un changement, sans jeu de mots, d'un coup en fait. Donc du coup finalement c'était une réaction, je pense, qui a fait sens aussi pour beaucoup de gens qui ont signé cette pétition. Ok. T'as dit beaucoup « on » depuis le début et je me rends compte qu'en fait on n'a pas trop précisé ce que c'était notre affaire à tous, ton rôle, qu'est-ce que tu fais là, pourquoi est-ce que t'as pris cet engagement et qu'est-ce que c'est ton background, d'où tu viens? Du coup, donc, au sein de l'affaire du siècle, donc moi je travaille pour notre affaire à tous depuis un peu moins de 2 ans en tant que responsable de campagne. Donc je suis pas juriste et je prends finalement je fais vivre en dehors des tribunaux les actions en justice, puisque en fait la plupart des actions en justice qu'on mène sont des actions en justice qui vont être très longues, en général du début à la toute fin des exécutions de décisions. Ça peut aller jusqu'à 6 ans, que ce soit contre l'État ou des multinationales. Et donc, du coup, on essaye de le prendre comme un outil polyvalent, c'est-à-dire notre objectif, c'est de créer ces débats-là avec les juges, devant les tribunaux, sur des bases de droit, sur des bases scientifiques. Mais on veut aussi créer ce débat public-là en dehors des tribunaux. Et en fait, de prendre l'occasion de ces actions en justice aussi pour parler ces sujets, que ça soit avec les parlementaires, parce qu'ils peuvent toujours décider finalement de passer des lois qui accéléreraient ce qu'on argumente devant les tribunaux, d'en parler aux citoyens, puisqu'en fait, c'est aussi le sens du nom Notre affaire à tous, c'est qu'on considère vraiment que le droit doit être un outil qui est partagé par tous et que ça peut pas être la chasse gardée des puissants. En fait, c'est pas parce qu'on a l'argent de se payer un bon avocat ou d'avoir fait des études et de comprendre comment ces règles du jeu-là fonctionnent, que du coup, en fait, on se retrouve à pouvoir tordre les règles de la société en sa faveur. Elles sont là pour protéger tout le monde, et donc du coup, il y a un effort permanent aussi de l'équipe salariée, mais en fait aussi beaucoup de tout le réseau de bénévoles qui, en fait, est aussi beaucoup plus la colonne vertébrale de l'association. Tout ce réseau de juristes-là, ils font ce travail au quotidien de réussir à vulgariser ce qu'on fait, à en parler en dehors des tribunaux, aux gens, aux citoyens, aux scientifiques, et en fait de faire, d'utiliser cet outil-là comme un outil qui est complémentaire de tout ce qui peut se passer pour faire avancer les choses dans le bon sens. Ok, si on reprend un peu la timeline, en 2018, du coup, il y a vous attaquez l'État en justice. Et en 2021, vous avez les premiers. Donc en 2019-2020, il y a des instructions, et en 2021, vous avez les premiers rendus donc de la justice. Qu'est-ce que ça a été? Pourquoi est-ce que c'était historique? En 2021, dans les 2 dossiers, il s'est passé la même chose, c'est-à-dire que le tribunal administratif et le Conseil d'État ont tous les deux dit, dans une première décision, les engagements de la France ne sont pas juste des belles promesses, elles sont contraignantes, elles impliquent la responsabilité de l'État et il va falloir les respecter. Et si elles ne sont pas respectées d'une certaine manière, en fait, on va devoir corriger tout un tas de choses pour faire en sorte que toutes les politiques publiques puissent aller dans le sens du respect de ces engagements climatiques, comme on le fait comme on essaye de le faire en tout cas avec la question des droits humains. C'est des engagements qui doivent englober finalement toutes les autres mesures politiques qu'on prend, ou en tout cas les mesures politiques doivent aller dans ce sens-là. Et la deuxième partie de la décision qui a aussi été rendue en 2021 de ces 2 instances, c'est l'État français n'en fait pas assez. Soit n'en fait pas assez parce qu'il n'a pas respecté ses anciens engagements
et qu'il faut qu'il rattrape ce retard très très rapidement. Et en même temps, il n'en fait pas assez dans le sens où les mesures politiques prises à ce jour ne sont absolument pas au niveau d'être à moins 40% d'émissions de gaz à effet de serre en 2030, alors même que ces instances judiciaires savaient à l'époque que ce moins 40%, on va le rehausser, puisque l'Union européenne a déjà décidé de le rehausser à autour de moins 55%. Donc, la France va devoir faire pareil. Donc, si on n'est même pas capable de réduire de quelques pourcents en 2018 ou en 2022-2023, comment on peut garantir aux citoyens qu'en fait, on va affronter cette crise en respectant les objectifs, en prenant des mesures qui sont à la hauteur des enjeux? Et ça, les deux instances disent, c'est très inquiétant, c'est pas le cas. Et donc, du coup, les deux, elles ont donné un délai supplémentaire à l'État, qui, dans les deux dossiers, arrivait à échéance en 2022. C'est ce qu'on appelait les deadlines, les échéances données par le tribunal administratif et le Conseil d'État. Les deux, elles disaient à l'État, vous avez jusqu'à telle date. Les deux dates étaient le 31 mars 2022 et le 31 décembre 2022, pour, dans un cas, prendre toutes les mesures nécessaires à corriger votre retard et à réparer le coût de ce retard pour l'environnement et les citoyens. Et dans le deuxième cas, vous devez prendre toutes les mesures législatives et réglementaires possibles pour réussir à garantir que les objectifs à 2030 seront atteints, donc en fait qu'on est sur la bonne trajectoire. Et voilà. Et donc là, on en est là. Ces deux échéances sont arrivées à leur terme. Et là, la question, c'est si on considère que l'État ne s'est pas mis en conformité avec les décisions de justice dans ces délais supplémentaires, soit les instances judiciaires peuvent décider, elles, de continuer à poursuivre l'État à nos côtés, donc de s'auto-saisir. C'est ce qu'a fait le Conseil d'État en octobre 2022, parce qu'il a jugé la réponse de l'État complètement insatisfaisante. Et en fait, quand on regarde les dossiers, les gens seraient vraiment choqués de voir comment l'État répond en leur nom à nos argumentaires de plusieurs pages, etc. Donc l'autre ce que j'avais lu, effectivement, il y avait eu une réponse, un mémo d'une dizaine de pages à un argumentaire qui en faisait plus de 100 et qui était fourni. Et la réponse de l'État au Conseil d'État en mai 2022, donc quasiment 2 mois, quasiment 1 mois de retard par rapport à l'échéance qui avait été donnée, la réponse, elle est ni faite ni à faire. C'est-à-dire qu'ils misent sur le fait que la loi climat permettait de nous faire respecter nos objectifs à 2030. Il suffit d'ouvrir n'importe quel rapport d'experts, y compris des experts qui ont été mandatés par le gouvernement et par l'État, comme le Haut Conseil pour le climat, qui disent que la loi climat, elle va dans le bon sens, mais c'est un pas de fourmi. Donc, leur réponse était honnêtement très insatisfaisante. Elle est passée aussi par des cabinets de conseil, comme une étude auprès du cabinet de conseil BCG, qui a dû recevoir le mandat pour je sais pas combien de justifier que les objectifs à 2030 de l'État français allaient être tenus. Quand on regarde le rapport entre les lignes, on sent bien que même eux, ils sont gênés d'avoir à justifier ce genre de choses, en fait. Et que les paramètres, la méthodologie, elle est à minima obscure, ou finalement assez malhonnête pour quelqu'un qui n'a pas un regard d'expert pour le décrypter. Donc voilà, donc le Conseil d'État a décidé de continuer dans le dossier Grande Sainte à poursuivre l'État, et les associations de l'affaire du siècle, on fera la même chose devant le tribunal administratif qui, lui, ne peut pas s'auto-saisir. On va aller de nouveau déposer en février probablement 2023. Quand tu dis auto-saisir, ça veut dire quoi en fait ? Ça veut dire que, par exemple, le tribunal administratif, pour plein de raisons que des juristes expliqueraient mieux que moi, ne va pas s'auto-saisir. C'est-à-dire qu'une fois que la deadline du 31 décembre est passée, il va pas lui-même aller replonger dans le dossier et dire bon bah en fait j'avais dit quoi et est-ce que l'État s'est mis en conformité, et aller demander des précisions à l'État sur est-ce qu'il a rattrapé son retard. Le tribunal administratif va pas faire ça. C'est au parti d'aller le voir et de lui demander de le faire. Donc l'État le fera probablement pas. Nous, les associations de l'affaire du siècle, on le fera. Et auprès du Conseil d'État, on n'a pas eu à le faire puisque le Conseil d'État a cette possibilité, puisque c'est une instance de contrôle de l'action du gouvernement qui est plus importante, qu'elle a cette possibilité-là et elle l'a fait. Ça m'étonne qu'à moitié, mais c'est quand même un signal très très positif et j'imagine assez rare sur ces questions-là. Ok. Concrètement,
qu'est-ce que l'État risque? Parce que tu dis, la suite, ce serait qu'on continue à marteler un peu notre campagne auprès de la justice, auprès de l'État. Mais fondamentalement, concrètement, qu'est-ce que l'État risque? Est-ce qu'il va devoir de l'argent aux associations de l'affaire du siècle, notre affaire à tous, Greenpeace, la Fondation pour l'Homme et la Nature, et la troisième, c'est Oxfam? Ouais. Qu'est-ce qui peut se passer concrètement pour l'État s'il respecte pas, au-delà de une catastrophe climatique qui commence déjà et qui va se continuer et s'aggraver dans les 20 prochaines années? C'est un peu la réponse, la question qui nous obsède tous. Finalement, l'État a été condamné, so what, qu'est-ce que ça a permis, etc. Il y a déjà une réponse avant même la fin des décisions de justice qui est est-ce qu'on considère que ça a eu un impact sur l'État français avant même que les juges aillent tout au bout de leur dossier en 2023-2024 Oui, forcément que ça a joué sur l'action de l'État français parce qu'en fait, les gens en ont parlé, ça a été finalement un bâton pour taper aussi sur les gouvernements successifs, donc probablement que ça participe quand même à des choses comme même la Convention citoyenne pour le climat, la loi climat, etc. C'est pas satisfaisant, mais on peut s'imaginer un monde où, sans cette pression-là, tout ça n'aurait même pas été fait ou fait de manière encore moins ambitieuse. L'autre élément, c'est une fois que l'État avait été condamné, cet élément de langage de dire le gouvernement a la responsabilité de sortir la France de l'illégalité climatique, l'État français est condamné, etc. C'est quelque chose qui a été très fort pour deux raisons. À la fois, ça a été utilisé même pendant les élections présidentielles par des candidats, parfois de manière un peu excessive en disant que c'était Macron qui était condamné, alors que c'était plus large. Mais je me suis perdue dans mon fil. Voilà, ça a été utilisé comme ça et surtout en fait ça a permis souvent la bataille des idées, la bataille de la vérité d'une certaine manière. Elle est très très dure à faire et elle est de plus en plus dure à faire avec le flot d'informations dans lequel on est. Donc le fait que finalement le gouvernement et l'État ne puissent pas dire on en fait assez, puisqu'il y a des acteurs objectifs comme les tribunaux qui ont dit ce n'est pas le cas, c'est quand même une victoire qui n'est pas à sous-estimer en fait. Okay. D'avoir un gouvernement qui doit être dans une position défensive de son bilan aussi, c'est quelque chose qui le force mine de rien à agir beaucoup plus. Et puis, du coup, tout ça est important, tout ça fait que l'État a plus agi. Ouais. Par contre, c'est clairement insatisfaisant. Parce que pour le moment, on parle uniquement de pression sociale, en fait. Pression sociale, et puis la réalité, c'est qu'en fait, l'État ou le gouvernement, les gens sont jamais les administrations sont jamais un bloc monolithique. En fait, les gens sont des êtres humains et ils sont piqués aussi. Dans ces administrations, dans ces cabinets, il y a aussi des gens qui, quand ils voient que finalement leur action à eux aussi, leur métier à eux aussi est attaqué et condamné pour inaction, c'est quelque chose qui est quand même très fort. Ça veut pas dire que ces gens-là, ils vont se dire d'un coup, boum, j'ai tout compris, on va changer radicalement les choses. Mais c'est sûr que ça a une influence sur chaque être humain parce que ça va les questionner, ça va les pousser, même dans leur ego, à essayer d'en faire un peu plus. Alors, c'est pas satisfaisant pour des raisons systémiques qu'on ne peut pas influencer juste comme ça avec un petit peu de pression de temps en temps des tribunaux. Par contre, la question, c'est aussi, et c'est celle qui est très intéressante, qui s'ouvre maintenant en 2023 dans les deux dossiers, c'est, OK, cette pression-là, elle a fait un peu bouger l'État et le gouvernement, mais clairement pas assez. On voit que la crise climatique, elle s'accélère. En France, elle est plus rapide que ce qu'on pensait, en termes d'augmentation des températures, d'effets, etc. Donc du coup, c'est pas satisfaisant et on n'a pas du tout envie de s'arrêter là. Pour nous, c'est une question même qui devient presque d'état de droit, de démocratie, de contrôle de l'action du gouvernement. On peut pas se satisfaire d'un gouvernement qui ne va pas respecter les décisions de justice et celles-ci vont rester finalement sur une étagère à prendre la poussière. Donc là, on retourne devant les tribunaux pour essayer de voir quels sont les outils des juges pour justement obliger l'État à agir. Et l'outil principal des tribunaux à l'heure actuelle, c'est celle des astreintes, donc de la pénalité financière qu'on impose à l'État tant qu'il ne s'est pas mis en conformité avec la décision de justice. Donc ça peut être des millions d'euros par semestre de retard que l'État va devoir bloquer dans son budget
et alloué à des acteurs, à des services qui seront compétents pour régler le problème, puisque lui n'agit pas. Donc après, une fois qu'on a dit ça, en fait, c'est à la fois déjà une forme d'innovation. Le Conseil d'État récemment a imposé des astreintes financières à l'État sur la question de la pollution de l'air, parce que l'État français est un des pays européens qui ne respecte pas les objectifs de pollution de l'air, enfin de limite de pollution de l'air. Et donc, du coup, l'État a dû payer des sommes importantes par semestre de retard qui ont été renouvelées récemment parce que l'État avait toujours pas pris la mesure de la décision. Et donc là, ce qu'on essaye de faire, c'est à la fois de savoir quels seraient les montants pertinents pour réellement, en fait, être efficace, être utile pour l'action climatique de l'État, et surtout auprès de quel acteur on donne cet argent pour que ça soit efficace, pour que ça soit pas $1 pour l'État. Parce que de toute façon, ce seront des montants qui seront importants, mais à l'échelle du budget de l'État, qui seront quand même anecdotiques. Donc le but, c'est que ces millions, ils soient mis aux bons endroits, là où les gens ont vraiment besoin pour faire en fait ce que l'État ne fait pas, mais qui est évident, comme par exemple de la rénovation thermique du bâtiment, en fait. Ouais. C'est une mesure qui est une mesure d'atténuation, d'adaptation, de justice sociale. Je comprends même pas que ça soit pas un objectif transpartisan où on mettrait du budget énorme dessus. Voilà, c'est ce qui avait été proposé par les parlementaires récemment. Et puis avec le 49.3, le gouvernement a décidé unilatéralement que ces millions pour la rénovation thermique, il y en aurait pas. Pareil pour le ferroviaire. Il y en aurait pareil, mais moins plus tard. Finalement, c'est toujours différé, alors qu'en fait, là, il s'agit d'agir très, très rapidement. Pareil sur les questions de ferroviaire, etc. Donc là, c'est toute cette réflexion qui est intéressante, qui est comment on calibre ces astreintes financières, comment on continue à argumenter que ces astreintes financières sont légitimes, c'est-à-dire que l'État est toujours en faute par rapport à ses engagements, et on est en train de réfléchir aussi à quels peuvent être les autres outils pour obliger l'État et le gouvernement à respecter les décisions de justice. Est-ce qu'il y a d'autres garde-fous à mettre en place autour de ces astreintes? Est-ce qu'il y a d'autres outils des juges? Est-ce que les juges peuvent aller plus loin? Est-ce que le Parlement peut avoir un rôle à jouer là-dedans? Donc ça, c'est... Et ça, les horizons là-dessus, parce qu'on dit tous ces éléments-là, au-delà de la pression sociale, toutes les astreintes financières, etc., c'est prévu pour 2023. Mais dans le cadre long, tu disais une instruction plus l'exécution, etc., ça peut prendre 6 ans. En fait, est-ce que ça veut dire que ces éléments qui sont peut-être innovants, ils arriveront qu'en 2026 ou 2027 ? Les décisions, elles arriveraient plutôt effectivement en 2023-2024. Ok. Sachant que probablement celle qui ira le plus vite, c'est celle dans le dossier Grande Sainte auprès du Conseil d'État, puisqu'en fait, il a donné récemment des signes d'accélération du calendrier en s'auto-saisissant, en donnant une deadline très courte pour rendre de nouveau des expertises qui ont été rendues là au 3 janvier. Donc en fait, la décision du Conseil d'État dirait j'impose une astreinte financière de 75 millions d'euros par semestre de retard à l'État sur ses engagements climatiques. Elle pourrait arriver en 2023. Et donc du coup, très rapidement après ça, tous les 6 mois, il y aurait 75 millions qui devraient être bloqués dans le budget de l'État pour être mis uniquement sur ces questions climatiques et les acteurs que les juges auront décidé. Donc oui, c'est un temps qui est long, mais c'est un peu la réponse que je donne, ou que même je me donne en vrai parfois, parce que je suis pas immune aussi de ces questions de doute, de qu'est-ce qu'on fait, est-ce que ça va avoir un impact. C'est que d'une certaine manière, en fait, on n'a pas le choix de passer par ces questions-là. C'est si on veut dans 10 ans que nos tribunaux soient armés pour contrôler effectivement l'action des gouvernements dans des situations qui vont être encore de plus en plus multipliées par les crises, etc. Si on veut renforcer notre démocratie et notre état de droit, si on veut finalement faire en sorte que la société en général et son droit, ses lois soient préparées à ce qui arrive déjà et ce qui va s'intensifier dans les décennies à venir, en fait, on n'a pas le choix que de se confronter à ce genre aussi d'action ou d'inaction ou d'insatisfaction. Parce qu'il faut avoir ces débats-là avant de résoudre les problèmes, en fait. Il faut... et le droit, et en fait, il évolue perpétuellement. Il y a une histoire que me racontaient des juristes, justement, de l'affaire du siècle qui parlait de l'histoire du référé liberté.
où en fait, c'était souvent, par exemple, une manifestation a été interdite au XXe siècle, et en fait, son interdiction était contestée devant les tribunaux, ça pouvait prendre des mois, voire des années, et puis en fait, 2 ans après la manifestation, le juge disait « bah non, elle aurait pas dû être interdite ». Ouais, bon, bah, en fait, trop tard, puisque c'est 2 ans après, elle était interdite, la loi auquel elle s'opposait est passée, et c'est comme ça qu'on a commencé à réfléchir et à se dire, pour les questions fondamentales de liberté, de droits humains, il faut qu'on ait quelque chose, une procédure accélérée. Donc c'est parce qu'il y a eu ce débat, ce constat-là devant les tribunaux que c'était trop long, qu'on a pu faire évoluer le droit dans le bon sens. Et ce qu'on essaye de faire là maintenant, c'est aussi d'avoir cette réflexion-là sur les questions climatiques, qui encore une fois sont des questions nouvelles. Les accords de Paris, c'est quand même tout récent. Donc oui, le temps juridique est long. Le droit est par nature conservateur, puisque c'est toujours un peu à l'image du rapport de force du temps passé. Mais en fait, on n'a pas le choix que d'essayer de changer ces choses-là avec toutes les frustrations que ça comporte. Parce qu'en fait, si c'est les règles du jeu, on va bien devoir finalement les changer si on veut que les choses changent plus tard. Donc, il y a toujours une partie peut-être un peu de déception là-dedans, mais c'est des combats qu'il faut mener et qui sont quand même absolument passionnants à mener. Et pour l'instant, on a une réponse des tribunaux qui est extrêmement positive. Donc, c'est-à-dire que les juges se prennent au jeu, se prennent aussi à comprendre leurs responsabilités, encore une fois, parce que ces gens-là, c'est pas des robots, c'est pas des blocs monolithiques, c'est aussi des parents qui discutent avec leurs enfants de ces questions-là le dimanche, c'est des gens qui lisent les journaux, qui peut-être eux-mêmes ont des sensibilités, etc. Donc en fait, c'est aussi sur ces cordes-là citoyennes qu'on essaye de parler avec ces acteurs, parce que c'est comme ça que les gens se saisissent aussi de leurs responsabilités. C'est s'ils se voient aussi avec leur casquette de citoyens, et là, idéalement, de juges aussi, c'est-à-dire de faire primer le droit sur des considérations politiques, etc. Ouais. Tu me disais tout à l'heure que parfois, tu n'étais pas immune non plus à te demander si ton action était efficace, si ça avait vraiment alors un sens, oui, mais est-ce que ça avait un impact Est-ce que c'est genre 4 ans, enfin là tu dis un peu plus de 2 ans, est-ce que c'est 2 ans de montagne russe? Est-ce que c'est des revers et des grosses victoires et des gros revers et ça avance comme ça? Ou est-ce que c'est quand même une machine qui fait son petit rouleau compresseur au fur et à mesure et qui prend de l'ampleur? 2 ans, c'est peut-être un peu court pour avoir tout un processus. Là, pour l'instant, c'est plus 2 ans presque plus d'un tunnel. C'est-à-dire que plus j'avance et plus j'en connais sur ces sujets et plus on fait des nouvelles actions en justice, on est confronté à d'autres acteurs et je vois comment ils réagissent tous un peu pareil. Il y a 2 mouvements. Il y a à la fois de plus en plus en colère, parce que je trouve que ça devient proche de l'indécence parfois, la réaction de certains acteurs étatiques ou d'autres multinationales vis-à-vis de ce qu'on perçoit tous quand même de ce qui se passe autour. Et en même temps, un profond optimisme aussi en même temps. C'est-à-dire que plus je suis en colère contre ces gens-là et plus ces gens-là ne font pas ce qu'il faut, plus je suis persuadée que l'outil dont on est en train de se saisir, il est absolument nécessaire, passionnant et utile et efficace. Et ça, c'est vraiment lié aussi, je pense que si j'avais été dans une autre association, ça aurait peut-être été différent. Parce que, encore une fois, notre affaire à tous, c'est aussi un réseau de juristes. Et par définition, en fait, du coup, travailler au milieu et pour ce réseau-là, ça a quelque chose de profondément anti-anxiogène, parce que c'est des gens qui ont constamment des débats intellectuels qui sont hyper intéressants sur l'interprétation de telle phrase, sur l'interprétation de telle décision, sur tel levier d'action, etc. Donc, en fait, on est aussi confronté à des gens qui ont des idées super intéressantes et intellectuellement stimulantes tout le temps. Et aussi, c'est des gens, par définition, comme personne ne peut maîtriser tous les pans du droit, qui croient foncièrement au fait qu'il faut travailler en collaboration, qu'il faut travailler avec d'autres juristes, qu'il faut travailler avec d'autres acteurs associatifs, avec d'autres experts. Donc, en fait, ça donne aussi, depuis 2 ans, à découvrir un écosystème de coopération qui est de plus en plus large, puisque voilà, on voit à l'échelle de 2 ans, on a vu des scientifiques commencer à se mobiliser sur les questions de désobéissance civile, sur les questions de prendre position.
On voit de plus en plus de magistrats aussi, etc. Donc en fait, tout ça, ça fait que j'ai l'impression que on est aussi de plus en plus nombreux et armés pour faire face à l'inaction des gens en face de nous. Et puis je vois aussi dans ma vie au quotidien les réactions aussi que ça peut prodiguer aux acteurs qui sont la cible de nos actions. Donc, c'est-à-dire finalement toutes ces personnes qui composent l'État ou toutes ces personnes qui composent une multinationale comme Total, comme Casino, qui aussi de l'intérieur commencent à se poser des questions, commencent à elles-mêmes être en colère par rapport aux dirigeants de leur entreprise ou de leur administration. Et ça, en fait, ça donne quand même vachement de force et de courage pour affronter des gens qui prennent des décisions catastrophiques, on le voit tous les jours, ou qui s'amusent à offrir des t-shirts 49.3, de maillots de foot, etc. Enfin, en fait, voilà, c'est un double mouvement, c'est à la fois des grosses gifles de la part de ces acteurs-là, et en même temps, de l'autre côté, des gens de plus en plus déterminés et en colère en face. Et moi, je crois foncièrement que cette colère, elle va donner des choses positives, parce qu'elle va nous pousser à sortir de notre indifférence, qui est foncièrement, en fait, le poids mort le plus dangereux. J'ai pas entendu parler de cette histoire de t-shirt, mais je pense que j'irai regarder. Le cabinet, des gens du cabinet d'Elisabeth Borne qui lui ont offert un maillot de foot de l'équipe de France 49.3. Ah ouais, c'est terrible. Ça les a beaucoup fait rire. Je suis pas sûre que tous les gens qui se sont battus pour des lois progressistes... En fonction du côté où on se place, ça peut être très drôle ou pas. Ou un peu violent. Un peu violent quand même. Quand on voit les sujets qui sont passés par 49.3, qui ont été balayés comme ça, quand on sait qu'on parle de notre démocratie, moi personnellement je trouve ça extrêmement violent, et je sais que beaucoup de gens ont trouvé ça très violent. Tu parlais tout à l'heure, depuis le début un peu en filigrane, les gens qu'on a en face de nous. Concrètement, qui sont vos interlocuteurs au travers desquels vous discutez, j'imagine, assez peu, ça se faire beaucoup face tribunal. Mais qui sont les gens en face? Est-ce que c'est l'exécutif? Est-ce que c'est le gouvernement directement? À qui est-ce que vous parlez, et est-ce que c'est compliqué? Dans le cadre de l'affaire du siècle ou de l'affaire Grande-Synthe, nos interlocuteurs privilégiés, et qui sont les personnes physiques que j'ai en tête, en fait, qui ont le plus de responsabilités à nous répondre, y compris quand on fait des demandes d'information comme on a pu faire là en décembre auprès de ministères, c'est la première ministre, et c'est les ministères liés à la transition écologique, donc ministère transition écologique et ministère transition énergétique, qui sont finalement les trois personnes dans le gouvernement avec Emmanuel Macron qui, pour moi, ont le plus de responsabilités à être nos interlocuteurs directs sur ces questions-là. Sauf que ce qu'on a vu en France, à l'inverse d'autres pays qui ont attaqué leur État pour une action climatique, qui ont gagné aussi, c'est que nous, on n'a pas d'interaction avec l'État français. Il n'y a pas de dialogue qui a été ouvert grâce à ces actions en justice. Aux Pays-Bas, une fois les condamnations passées, il y a eu tout un temps où le gouvernement s'est rapproché des associations qu'il avait attaquées et condamnées pour dire, bon, ok, maintenant on se met autour de la table, comment on fait pour mettre en œuvre les décisions de justice? En Allemagne, il y a eu beaucoup plus aussi d'interactions entre finalement ceux qui avaient attaqué l'État et l'État. En France, le seul moment où on a eu une réaction des représentants de l'État, c'était au moment de la pétition des 2,3 millions de signataires. Ouais. C'est aussi à ça que ça sert, mine de rien. C'est qu'avec 2,3 millions de signataires, l'Élysée était obligé finalement d'inviter les représentants de ces 4 associations à discuter. C'était il y a 5 ans. Et depuis, rien. Depuis, les seules interactions qu'on a, c'est par interviews interposées, qui sont donc avec les Macron qui dit sur les réseaux sociaux les condamnations pour une action climatique, c'est pas pour ma pomme, ou qui aurait pu prévoir la crise climatique ou autre chose comme ça. Par courrier de demande d'information au ministère, effectivement par les tribunaux. Et puis, vaguement, au moment des élections présidentielles, l'affaire du siècle a fait un questionnaire justement sur les engagements climatiques et les mesures climatiques des candidats. Et du coup, on a eu un rendez-vous avec l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron. Mais sinon, ça s'arrête là. Il n'y a pas de vraie discussion qui a été créée entre le gouvernement et les parties de l'affaire du siècle ou même de l'affaire Grande-Synthe sur cette question des engagements climatiques. Et en fait, quand on voit les réponses
qui donnent devant les tribunaux, ça nous étonne qu'à moitié, puisque les dossiers, en général, sont aussi à l'image, en fait, de même des interviews d'Emmanuel Macron sur ces questions-là, c'est-à-dire, en fait, ils se sentent pas vraiment concernés par les décisions de justice. Et c'est ça qui est aussi inquiétant et qui nous donne aussi la force de retourner devant les tribunaux et de continuer, c'est que on a quand même en face de nous des gens qui sont honnêtement irresponsables. Ma prochaine question, c'était est-ce qu'il y a des sujets qui sont faciles à aborder et d'autres qui sont plus difficiles à aborder avec, mais j'ai l'impression qu'en fait, il y a quasiment aucun sujet qui passe. C'est quoi les grands reproches sur des spécifiques que vous avez fait sur lesquels vous n'avez pas eu de retour, par exemple? Si la question, c'est les grosses failles de l'action climatique de l'État français, il y a des blocs qui sont quand même très très clairs. Le bloc énergie, il apparaît quand même clair à tout le monde que on a fait des choix en termes de mix énergétique qui étaient quand même questionnables tout du long. Soi-disant parce qu'on n'était pas au courant, parce qu'on savait pas. Maintenant qu'on sait, on n'agit pas différemment en fait. On attend finalement à chaque nouvelle crise énergétique, géopolitique, à chaque faiblesse du système énergétique français, en fait, on retourne sur les mêmes solutions, c'est-à-dire que on réouvre des approvisionnements d'énergie fossile, alors qu'on sait que non seulement en fait, les énergies fossiles sont au cœur aussi du problème de la crise énergétique actuelle, puisque approvisionnement, c'est des ressources qui vont diminuer, ou alors en allant vers des sources comme le gaz de schiste, les pétroles non conventionnels, qui sont en fait encore pires parce que beaucoup plus coûteux, beaucoup plus émetteurs de gaz à effet de serre. Donc, en fait, finalement, ce serait encore plus retourner en arrière. Et que dans ces moments de crise, on a un État qui réagit à court terme et jamais ni à court terme et à long terme. C'est-à-dire, par exemple, crise énergétique, problème d'approvisionnement cet hiver, comment ils réagissent? Ils réouvrent une centrale à charbon, ils investissent dans des terminals pour importer du gaz. Il n'y a pas un mot et 1 euro pour le renouvelable. Alors qu'en fait, d'une certaine manière, le renouvelable pourrait être une solution pour l'hiver 2024-2025. Donc on est vraiment en train de réagir à court terme sur les questions énergétiques et c'est extrêmement problématique. Et ça s'est vu avec, en ce moment, il y a une commission d'enquête parlementaire sur la souveraineté énergétique de la France. Je conseille de prendre au hasard une des vidéos et de regarder ce que les experts disent des décisions politiques qui ont été prises ces dernières décennies. C'est des gens qui réellement ne mâchent pas leurs mots. C'est assez passionnant, mais c'est assez révoltant aussi. L'autre point, c'est la question agricole et alimentaire. On sort de négociations de la politique agricole commune, qui est une énorme partie du budget européen, qui va en majorité à la France, parce qu'on est un gros pays agricole, donc on a un gros poids dans ces négociations-là. Là, c'est un sujet où on peut pas dire c'est la faute de l'Europe, parce qu'à ce niveau-là, l'Europe, c'est beaucoup la France. Et dans sa traduction au niveau français, le texte, il est absolument pas au niveau. Pourtant, il engage des financements et il engage le secteur pour 7 ans. Donc, en fait, il va déterminer ce que les agriculteurs vont être capables de faire, ce que les acteurs qui sont censés accompagner les agriculteurs sont capables de faire pendant 7 ans. Et il y avait que de maigres avancées climatiques qui sont déjà sous le coup de dérogation parce que crise en Ukraine. Parce que Poutine avait à peine mis un pied en Ukraine que les lobbyistes agroalimentaires, ils étaient déjà dans toutes les arcanes européennes et françaises en train de dire c'est une question de sécurité alimentaire. Il va falloir produire plus, donc plus de pesticides, plus d'OGM, plus de monoculture, etc. Alors qu'on essaye justement d'aller dans l'autre sens pour des questions environnementales, mais aussi même de travail digne pour les agriculteurs. En fait, toutes ces questions-là, en fait, d'une certaine manière, elles sont un peu bloquées, en tout cas dans leur grosse marge de manœuvre pour 7 ans sur les questions agricoles et alimentaires. Donc, il y a des petites batailles à gagner, mais on sait que beaucoup de choses vont être figées. Ça, c'est super inquiétant. Et le dernier bloc, qui cette fois est moins étatique, mais je pense que c'est intéressant aussi, parce que tu me disais que parfois vous en parlez aussi dans ton podcast,
c'est toute la question de la régulation des acteurs privés, et notamment des acteurs qui sont devenus quasiment comme des États en termes de puissance, de ressources financières, d'influence. C'est les multinationales, qu'elles soient des entreprises pétrolières comme Total ou des acteurs financiers comme la BNP ou des distributeurs comme Casino, qui sont trois des acteurs contre qui on a des actions en justice en cours avec notre affaire à tous, mais aussi avec Oxfam, les Amis de la Terre. La régulation de ces acteurs-là, elle est essentielle en fait. Quand on regarde l'empreinte carbone et donc la responsabilité en termes d'émissions de gaz à effet de serre des acteurs, les acteurs financiers ont la main sur des leviers d'action qui sont énormes. S'ils coupent l'argent à tout un tas d'acteurs, ils peuvent commencer à enclencher un changement. Pareil pour Total Energy, c'est une entreprise qui peut décider oui ou non de continuer à créer des nouveaux puits de pétrole et de gaz. Donc en fait, à bloquer la situation pour des décennies encore ou pas. Donc à nous faire finalement respecter l'accord de Paris ou pas. Et là, la réponse pareille de l'État, c'est, ils nous disent, engagement volontaire, les entreprises ont compris le problème, les entreprises changent, c'est juste que le changement, c'est lent, c'est vrai. Je pense que la plupart des acteurs, d'acteurs privés que tu dois recevoir ici, ils sont confrontés à 1000 difficultés, y compris quand c'est des associations, des entreprises de l'économie sociale et solidaire. C'est des parcours qui sont super compliqués. Par contre, encore une fois, on n'a pas le choix de changer. Et si on regarde la trajectoire de ces entreprises et leur capacité à respecter la loi et les engagements climatiques qui leur sont imposés aussi ou qu'eux-mêmes parfois ont pris, c'est le même combat que pour l'État. On voit que les dirigeants ne se sentent pas réellement responsables de ces questions-là et ne sont pas en train de jouer le rôle que ces entreprises devraient jouer maintenant qu'elles ont, qu'on le veuille ou non, ce poids-là dans l'économie française et mondiale. Et donc, voilà, ce troisième pilier-là de la régulation de ces acteurs, il est super important. Et de nouveau, si on met la tête dans les dossiers, si on met la tête dans le tunnel, le gouvernement joue un jeu qui honnêtement, si l'information était beaucoup plus propagée dans les médias, mais ça ferait un scandale. En termes de réussir à exempter les acteurs financiers de telle régulation européenne qui est en négociation actuellement. Enfin, on est vraiment sur un double langage et un double jeu de la part du gouvernement d'Emmanuel Macron depuis quelques années, et je pense que ça va être pareil pour ce quinquennat, qui est préoccupant. Et donc, c'est important de faire des podcasts comme ça, d'en parler aux gens et de se mobiliser aussi, que ce soit pour des questions climatiques, sociales, services publics, parce qu'en fait, tout ça, à la fin des fins, se répond beaucoup et on aura besoin des services publics pour faire face à la crise climatique si finalement on n'arrive pas pendant un certain temps à maintenir la barre à un degré acceptable. Donc voilà, ouais. Il faut se bouger, il faut s'engager parce que c'est ça qui fait bouger aussi ce genre d'acteurs, c'est s'ils se sentent un peu épiés, un peu regardés. Il peut se passer des choses, mais il faut qu'on soit là finalement pour leur tenir la main ou pour leur taper dessus. Merci. Écoute, ce sera le mot de la fin. C'était super intéressant. Merci beaucoup pour ta participation dans ce podcast, cet épisode qui sera très intéressant pour nos auditeurs. Je vous renvoie juste pour les auditeurs qui sont encore là à l'épisode avec Cécile Renoir sur les multinationales et comment est-ce qu'on fait pour les transformer. Ce sera en bon écho avec ce que Justine vient de dire et ça vous plaira, j'en suis sûr. Merci beaucoup. Merci à toi. Salut Justine, ciao. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important. C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés. Alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre, ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echoes.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.